Enguerrand, veuillez dire au grand maître ce que nous attendons de lui. Messire de Molay, le royaume est dans le besoin de trouver une année de finances. Notre sire le roi apprécierait que le temple lui en fît l'avance. Je crains que nous ne puissions. Et pourquoi donc, Molay? Parce que nous doutons du remboursement de notre créance. Avouez, messire de Molay, que pour rentrer dans l'ordre souverain du temple, vous deviez cracher sur la croix. Une fois le grand maître condamné, les autres ne nous causeront plus de soucis. Vous avez confessé l'hérésie. La rébellion a été publique, le châtiment sera public. Mon neveu, nous venons d'assister là à la fin de la chevalerie. Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de vos races! Tu as perdu tous tes procès contre moi. Pour me voler mon héritage, vous avez vendu vos 2 filles au fils du roi et cédé la Bourgogne contre l'Artois. Je reprendrai l'Artois. Je vous engage à garder vos distances avec votre cousine Marguerite de Bourgogne. Il court sur elle de bien méchantes rumeurs. Pourquoi ne profites-tu pas des aubaines, comme nous? De nos 3 maris, c'est le tien qui est le plus souvent absent. J'en suis sûr. Vos 3 frères sont cocus, madame. Avez-vous parlé de tout ceci au roi, mon père? Comment ne pourrait-on croire que vous agissez à présent par vengeance? Et bien sûr, madame, j'agis par vengeance. Ce qu'il nous faut régler, c'est le sort des princesses adultères. La mort, la mort, la mort! La douleur vous égare, Louis. Isabelle, quel est votre conseil? Femme qui a failli doit être à jamais écartée de transmettre le sang des rois. Ainsi, notre sire en a jugé. Il les a condamnés à vie.
Sais-tu de quoi le pape Clément est mort? La malédiction, madame, la malédiction. Dieu, pour une fois, a bien fait les choses. La main de Dieu frappe fort quand la main de l'homme s'en mêle. Non. Ces physiciens, pour le guérir de son mal d'entrailles, lui ont fait avaler de la poudre d'émeraude. Très bon remède qui tranche les boyaux. Il doit y avoir un ancien templier derrière ça. Et comment le sais-tu? Je le sais. En tout cas, cette mort nous sert. Il n'y a plus de pape pour démarier mes filles. Il faudra attendre le prochain. Que fais-tu là? Encore tes poudres. Vous servir, madame, pour vous servir. Ce sont les langues des frères Donnet. Je les ai obtenues du bourreau de Pontoise après le supplice. Je les ai fait dessécher au four à la minuit pour appeler le diable. Avec de la cendre. La cendre d'un homme que Nogaret a fait périr, mélangée à du serpent de Pharaon, tué en brûlant, non? Cette immonde porte de Nogaret. N'est-il pas le deuxième sur la liste du grand maître? Je viens vous payer la dépense de l'hôtel d'Artois. Tu dois être content. Le pape Clément est mort. La malédiction de Maître Jacques commence à s'accomplir. Veux-tu l'aider à frapper encore? Qui? Ton pire ennemi? Celui à qui tu dois ton pied boiteux. Nogaret. Est-ce point ici qu'il vient se fournir en chandelle? Je connais un moyen très sûr d'empoisonner les chandelles, un moyen qui ne laisse pas de traces et qui n'a pas de remède. Subtegmine Guillaume, subtegmine Guillaume, cuscutanem, recobans, Guillaume, recobans. S'il respire cette flamme 1 heure, il n'en verra plus jamais d'autre. Sinon celle de l'enfer. Comment tu faisais quand t'étais templier? Pour rester chaste. Je n'ai jamais pu le rester. Messire de Nogaret était au conseil ce matin. Il était encore en bonne santé. Patientez, madame, la langue ne peut mentir. Non. Un vrai poison se prend par la bouche et non par la fumée. Nogaret, votre conseil.
peut-on ne rien faire? Il souffre atrocement. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe. Ah, je brûle. Je brûle. Pape Clément, au bout d'un mois, un mois après Nogaret. Ce sont coïncidences, sire. De semblables choses arrivent tous les jours, dont nous ne sommes pas frappés parce que nous les ignorons. Nous avançons en âge en guérant, c'est une malédiction suffisante. Vous ne garderez que ce qui importe aux archives royales. Nogaret fut un loyal serviteur, Enguerrand. Et 29 ans de procès, de procédures, d'exécution et de mort. Voyez ce qu'écrivait cet évêque. Écoutez, sire, ce que je lis. Rien ne le fera ployer. C'est un roi de fer. Un roi de fer. Grand maître l'avait dit aussi. Et j'ai bien su cacher mes faiblesses. Nous avons canonisé mon grand-père, le roi Louis le IX. Mais était-il vraiment un saint? Sire, une famille de rois est mieux respectée si elle compte un saint. Et les Juifs? N'avons-nous pas brûlé trop? Ils sont créatures humaines, souffrantes et mortelles comme nous. Vous avez suivi l'exemple du roi Saint-Louis. Et le royaume avait besoin de leur richesse. Pourquoi? Pour quelle fin? Où sont mes victoires? Gouverner est une œuvre qui n'a point d'achèvement. Et peut-être vais-je mourir dans quelques semaines. Et qu'ai-je fait qui soit assuré de durer après moi? Le royaume, sire. De combien de villes, de provinces l'avez-vous étendu? Vous l'avez fait le plus puissant de l'univers. Et son peuple est malheureux. Partout, il crie, je le sais, se plaint du renchérissement du blé et des maigres salaires. Il ne peut comprendre que ce qu'il réclame et que je voudrais lui donner dépend du temps et non de ma volonté. Il n'est guère qu'un moyen de remplir un peu les caisses du trésor. Et oui, sire, les Lombards. Ah non, pas les Lombards. Je ne veux pas refaire la même erreur. La menace se précise, Tholomée. Marigny prépare en secret une mesure qui touche les privilèges des compagnies lombardes. Fort heureusement, nous avons commencé à transférer nos avoirs hors de France. Une grande partie de nos richesses est à l'étranger. Mais Marigny le sait, ça. Et il se servira de cette fuite pour justifier sa mesure. Et lancera de vous comme des Templiers. Partez. Rentrez en Italie tant qu'il est encore temps. Du calme. Calmez-vous, calmez-vous. Nous n'en sommes pas encore là, monseigneur. Et puis je crois posséder le moyen d'enchaîner et peut-être, oui, peut-être d'abattre Marigny. Quand l'heure sera venue, nous aviserons, mais j'aurai besoin d'être aidé. Eh bien, mon aide vous est acquise, Tholomée. Et celle de mon oncle Valois aussi. Quel est votre moyen? Je crains que cette affaire-ci ne soit affaire de famille. Voici la décharge signée par l'archevêque de Sens, le frère de Marigny, pour les biens volés aux Templiers. Si par hasard il m'arrivait malheur, tu remettrais cette pièce à Monseigneur d'Artois qui la donnerait au comte de Valois, lequel saurait en faire bon usage. Voici également les créances de Monseigneur d'Artois et quelques pièces de son procès contre sa tante Mao.
Je le croyais votre ami. Je ne pense pas qu'il refuserait de t'aider si le besoin s'en faisait sentir. Mais tu seras plus convaincant si tu lui présentes ta requête dans une main et ses comptes dans l'autre. Tu vas les mettre tout ceci en lieu sûr. Notre comptoir de Naufle me semble tout indiqué. Notre comptoir de Naufle n'est pas à l'abri des archers. Ces documents seraient peut-être plus en sécurité chez les bonnes gens. Tenez chez les De Cresset, par exemple. Ils nous sont redevables, et si les choses n'ont point changé, leur fille Marie acceptera de m'aider. Bien, je vois que tu commences à comprendre. Chez un banquier, le bon cœur doit toujours servir à quelque chose. Tu as confiance en eux? Je réponds d'elle comme de moi-même. Le sort de nos compagnies est à présent pour moitié dans tes mains, pour moitié dans les miennes. N'oublie pas ça, petit. Je ne pouvais rêver meilleur endroit pour te rencontrer. Jadis, tu m'as reproché d'avoir vendu mes filles, mais dis-moi, entre marchands, à combien as-tu négocié leur emprisonnement? Allons bon, que se passe-t-il, ma tante? Pourquoi me cherchez-vous querelle à nouveau? Je nous croyais en paix, tous les deux. Tu t'es allié à Nogaret, qui m'a toujours haï. Et tu te venges de moi, à travers mes filles. Allez, ma tante, vous savez qu'il n'en est rien. Puisque vous connaissez le coupable, faites-moi au moins l'amitié de ne pas m'en croire complice. Avez-vous déjà oublié que j'étais près de vous, tel un fils, dans cette épreuve? Je ne suis pour rien dans le déshonneur qui vous accable. C'est établi, et même si cela était, qu'avez-vous à y gagner? Cela n'effacera pas la faute de vos filles, et ne fera pas revenir leur mari. Mais si cela était, Robert, tu ne profiteras pas longtemps de ton retour en grâce. Et en attendant, c'est le vôtre qui m'inquiète aujourd'hui, ma tante. Monseigneur, il court sur nos compagnies certaines rumeurs déplaisantes. Naturellement, ces rumeurs nous inquiètent. Je vous avoue qu'elles gênent fort notre commerce. Notre commerce n'est point affaire du royaume. Et puis, on parle trop. Vous ne devez accorder foi à ces rumeurs. Monseigneur, je ne puis vous cacher que nous sommes très attachés à notre terre d'élection. Et nous souhaitons aider le royaume. Pour cela, je me suis permis de vous apporter cette petite contribution. Voici une louable intention. Je m'étonne pourtant. Il m'est venu aux oreilles que certaines compagnies auraient acheminé vers l'Italie des convois d'or. Je vous assure que ce ne sont que sottises. On parle trop, monseigneur, il ne faut pas y prêter attention. J'espère que ma modeste contribution servira au moins à prouver notre bonne foi. Sans doute, sans doute. Mais si vous me faites cette offre, c'est qu'il y a 20 fois plus à prendre. Sachez que si trop d'or sortait du royaume, le roi ne serait de souffrir, il y mettrait un terme. Mais il semblerait qu'en l'occurrence, notre négoce soit aussi affaire du royaume. Nous avons dit, je crois, ce qu'il fallait, messire Tholomei. Monseigneur, votre frère, l'archevêque de Sens, est-il en ville? Il y est. Alors, votre seigneurie aurait-elle l'obligeance de lui faire savoir que je souhaite l'entretenir au plus tôt du sujet qu'il sait? J'ignorais qu'il était en affaire avec vous. Je crois que la première vertu d'un bon banquier est de savoir se taire. Toutefois, étant donné que vous êtes le frère de Monseigneur de Sens, je peux vous confier qu'il s'agit de son bien, du nôtre et de celui de notre Sainte Mère l'Église. Dites-lui de venir me trouver le plus tôt possible, s'il lui plaît. Soyez tranquille.
Personne ne vient jamais ici. Depuis que nous n'avons plus de chapelain, nous allons à Naufle entendre messe. Et je suis la seule à avoir la clé de notre chapelle. J'avais au moins 20 places où aller chercher refuge. Mais c'est vers vous que je suis venu. Désormais, ma vie dépend de votre silence. Il ne faut pas vous inquiéter, personne ne vous a vu arriver. Et personne ne saura que vous êtes venu. Votre secret est aussi le mien à présent. Non, pas ici. Pas dans la chapelle. C'est un mauvais printemps pour le royaume. Mais nous sommes dans la 14e année du siècle, mon frère. Une année que le sort a toujours marquée pour le malheur. Mais cette fois-ci, mon frère, le malheur est le produit de votre entourage. Marigny ne connaît plus de mesure. Il use de la confiance que vous lui faites pour vous tromper, vous engager dans la voie qui le sert, lui, mais nous perd, nous. Notre cousin Robert a d'ailleurs fort à dire sur son administration en Artois. J'ai entendu en son temps ce que notre cousin avait à dire sur l'Artois. Sur ce chapitre que je considère comme clos, Monseigneur de Marigny m'a plus judicieusement conseillé que vous, mon frère. Non, madame. À mon regret, le roi n'a toujours pas le désir de vous voir. Voyez, ma tante, Nogaret n'est plus, vous êtes toujours la mère de vos filles. Et toi, toujours le même chien. Si un jour j'en ai douté, je sais à présent qui a machiné mon malheur en s'abouchant avec Isabelle. Allons. Votre méchanceté à mon endroit vous égare, ma tante. Personne n'a aidé à la perte de vos filles. Elles se sont perdues toutes seules. Tu mens. Félon. De tous tes coups, celui-ci est assurément le plus bas. Que feriez-vous si vous étiez à ma place, monseigneur, hein? Essayez de comprendre. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui vous veuille du mal, qui vous veuille beaucoup de mal, qui vous menace et qui veuille vous ruiner, et que vous possédiez un talisman. C'est ça, un talisman qui pourrait vous servir à éviter cette ruine. Que feriez-vous? Vous ne voulez pas dire? Si, monseigneur, je veux dire et je le dis, vous avez volé le roi. J'en détiens la preuve. C'est un coquin! Je ne suis qu'un marchand, et que cela vous convienne ou non, en ce moment, nous sommes en train de traiter un marché, monseigneur. Et si vous obtenez de votre frère, le coadjuteur, qu'il n'y ait pas de spoliation des Lombards, il n'y aura pas de scandale sur vous. Dans le cas contraire, si je tombe, vous tomberez aussi, mais de beaucoup plus haut. Et je crois que votre frère, qui a un peu trop de fortune pour n'avoir que des amis, sera entraîné à votre suite. Rendez-moi la décharge. Non, n'eussé-je le désir, je ne le pourrai pas, je ne l'ai plus. Vous mentez! Non. J'ai donné des ordres, au cas où il m'arriverait de trépasser un peu trop tôt. J'ai donné ordre à mes parents de Sienne de faire connaître cette affaire au roi. Monseigneur. Trahi par ma propre famille. Vous êtes pire qu'une bête, car elle ne morde pas la main qui les nourrit. Vous n'êtes rien. Et encore moins mon frère. Vous avez bonne mine de m'écraser. D'où vous vient votre fortune? De quel juif écorché, de quel templier grillé? Je n'ai fait que vous imiter. Si j'avais su qui vous étiez, je ne vous aurais point fait archevêque. Et vous n'auriez trouvé personne qui acceptât de brûler le grand maître. Tant de travail pour rien, tant de travail!
Laissez-moi, continuez la chasse. Je vous retrouve plus tard. Je n'ai pas souvenance, madame, de vous avoir convié à venir ici. Vous n'avez point fait, sire. C'est donc que je ne souhaitais pas vous y voir. Ces mots, je suis venu ici pour les entendre de votre bouche, mon cousin, et non de celle de vos valets. Maintenant qu'ils ont été dits, je vous obéirai. À vous et à personne d'autre. Mais... Madame, je vous en prie, le sort de vos filles est scellé. Cessez de penser qu'il pourrait en être autrement. Ce n'est point le sort de mes filles qui m'amène ici. Nous sommes tous les deux dans la peine, Philippe, et séparés pour la première fois. En d'autres temps, notre amitié nous a permis de surmonter bien des deuils. Cette amitié dont vous me privez aujourd'hui, son absence me rend étrangère à moi-même. Je ne peux vous priver de ce qui m'est si cher. Pas plus que je ne peux encore vous ouvrir ma porte. Alors, j'attendrai, sire. Maintenant, je peux attendre. Merci d'être venue, ma cousine. La grand. Il y a 2 mois qu'il erre à l'intérieur de lui-même. Mais pourquoi a-t-il voulu venir à Fontainebleau? On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Le conclave n'a pas pris encore sa décision. Renaud. Oui, sire. Vous êtes entouré de brume. Ai-je bien fait ma confession? Ai-je bien dit que je lègue à vos sœurs de Saint-Dominique la croix des Templiers? Oui, sire.
vous ne voulez rien changer à vos volontés. J'ai soif. J'ai soif. Pesez, Louis. Pesez. Ce que c'est que d'être roi. In manus tuas domine. In manus tuas domine. In manus tuas domine. Je gage qu'avec celui-ci, l'Artois ne tarde à changer de main. Jamais, Robert. Moi vivante, jamais. Mes frères, élevons ce jour nos prières. Dieu vient de rappeler à lui l'âme de notre bien-aimé et noble roi Philippe. Grâce à Dieu, il est mort. Monsieur Berzumé, savez-vous qui désormais vous gardez? Je le sais, madame. Et je ne cesse d'y penser depuis que le chevaucheur qui allait vers Rouen m'a fait éveiller. Alors prenez garde désormais de me tenir à l'abri du gel et de la vermine. Depuis 7 mois que je suis recluse ici, je suis lasse de mâcher du bois pour garder mes dents blanches et de moindre les mains du lard de ma soupe pour que ma peau n'éclate pas de froid. Je n'ai point d'ordre, madame. Allez-vous attendre qu'on vous commande d'ouvrir les portes pour témoigner quelque égard à la reine de France? Puisque vous êtes reine, madame, vous comprendrez que je sois fidèle au service du royaume et que je ne puisse enfreindre les règlements qui m'ont été donnés. Crois-tu que je pourrais être jolie à nouveau? Je dois avoir bien vieilli pour que tu me poses pas la question. Des nouvelles de France, Majesté. Qu'on ôte ce grabat, qu'on mette un lit, des chaises, des tentures, enfin. Et à manger. Et à manger, bien sûr, madame. Des pâtés, des rôts, du vin, Berzumé, beaucoup de vin, allez. Mes cousines, je suis venu vous délivrer. Non, un message. Un message de qui? Allez. De Louis, votre époux. Notre roi désormais. Et de notre bon cousin Valois. Louis me est-il toujours? Ah, ça oui, madame. Je ne vous le cache pas. Il vous est
Bien. La paire de cornes dont vous lui avez décoré la tête le gêne assez pour mettre par-dessus la couronne de France. Que veut-il? L'annulation de votre mariage. Il demande l'annulation? Qui puis-je? Eh bien, beaucoup, justement. Reconnaissez que vous êtes toujours refusé de corps à votre époux. Que votre fille n'est pas de Louis. De la sorte, l'annulation ira de soi et vous vivrez où et comme il vous ira. C'est vouloir me faire proférer un gros mensonge. Il me faut réfléchir avant de décider. Bien. À toi de dormir maintenant, mon bon Lormé. C'est là tout ce que vous m'apportez lorsque j'avais demandé bonne chère? C'est miracle, monseigneur, qu'on ait pu trouver cela par ce temps de famine. Ouais, temps de famine pour les gueux, peut-être. Faudrait que la terre produise sans avoir besoin de la creuser. Et point pour les gens de bien. Alors, ma cousine, avez-vous réfléchi? Je réfléchis, mon cousin. Je crois bien que je vais dire non. Allons, Marguerite. Ne parlez pas de bon sens. Vous avez tout avantage à accepter ce qu'on vous demande. Sinon? Ah, bah sinon... L'annulation sera prononcée de toute manière, mamie. Sitôt qu'il y aura un pape. Il n'y a toujours pas de pape. Toi qu'il n'y a pas de pape, on ne peut rien sans moi. C'est bêtise de vous obstiner, mamie. Quel si grand intérêt avez-vous à ce que j'accepte? Je veux satisfaire Louis pour qu'il me favorise. Je veux le satisfaire pour reprendre ma terre d'Artois, à cette truie de Mao. Vous voyez bien que nous devons être alliés. Que vous importe en vérité de dire que votre fille n'est pas de Louis, puisque vous n'avez jamais aimé cet enfant? Non, si je ne l'aime point, n'est-ce pas justement la preuve qu'elle est de mon époux? Allez, délivrons-nous de cette lettre à écrire, pour n'être ensuite occupés que de nous. Faisons monter le chapelain qui la rédigera. Il attend en bas. Il attend en bas? Vraiment? Ah, mon cousin, m'avez-vous cru assez sotte pour me laisser prendre à vos câlineries? Vous irritez mes sens pour mieux me soumettre à votre volonté. Vous en usez avec moi comme le font les catins d'ordinaire avec les hommes. Mais vous oubliez qu'à ce métier-là, les femmes sont plus fortes. Et vous n'êtes qu'un apprenti. Non, tu te trompes, Marguerite. Je ne cherche que ton bien. Je ne signerai point. Violez-moi si vous voulez, vous êtes plus fort, mais je ferai savoir quel ambassadeur vous faites. Ma fille est de Louis. Et s'il vient à mourir, ce que je souhaite de toute mon âme, elle sera reine de France et il faudra compter sur moi comme reine-mère. Je ne peux pas rester plus longtemps avec vous. Je dois retourner à Paris pour l'enterrement du roi. C'est une bien petite chance que vous courez là, mamie. Bien petite. Je n'en ai point d'autre, je la garde.
l'avez vu devenir roi. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Il a pris sa charge d'un coup. Je vais demander qu'on te chasse. Je ne veux pas de ce chien. Cet animal porte malheur. Madame Jeanne, allez saluer Messire le Roi, votre père. Pourquoi l'a-t-on conduite ici? Je ne veux point l'y voir. Qu'on la ramène à l'hôtel de Nesle. Louis, c'est votre fille. L'est-elle? C'est déjà trop que d'avoir en douté. Le peuple rit de moi. Je le forcerai à me respecter. Et d'abord que mon mariage avec Marguerite soit rompu. Je veux que mon déshonneur soit effacé. Tu es sûr qu'elle ne cédera pas? Je me suis heurté à une telle dureté de refus que je puis vous assurer qu'on n'en obtiendra rien. Votre épouse espère seulement que vous mourrez avant elle. Eh bien, mon oncle, tout cela n'est pas aussi facile que vous me l'aviez prédit. Et l'annulation n'est pas pour demain. Avoir un pape prendra certainement du temps. Alors pourquoi ne pas choisir dès aujourd'hui l'épouse qui fera auprès de vous belle figure de reine et qui assumera votre descendance? Auriez-vous quelques noms en tête? Oh, mon Dieu, il y a des dizaines de princesses qui aimeraient ceindre la couronne de France. Tenez par exemple, sans chercher bien loin, ma nièce, Clémence de Hongrie. Son frère Caroberto règne maintenant sur la Hongrie et son oncle est roi de Naples. Évidemment, elle a un petit peu dépassé l'âge ordinaire du mariage. Quel âge a-t-elle? 22 ans. Ouais, mais cela ne vaut-il pas mieux que ces fillettes qui jouent encore à la poupée, qui, comme Marguerite, se révèlent lorsqu'elles grandissent pleines de vilainie et plongent dans la débauche? Tout cela sonne trop bien. Elle ne serait pas brune au moins, comme notre bourguignonne. En tout cas, moi, je ne pourrais point. Mais non, elle est blonde et de bonne race franque. Non, mon neveu, c'est la plus belle femme de Naples, aussi belle que vertueuse. Les peintres essayent d'imiter ses traits lorsqu'ils peignent aux églises le visage de la Vierge. Belle et vertueuse. Ah, mon cousin, vous la lui avez bien vendue, votre nièce Clémence. J'en connais un ce soir que ses draps vont brûler. Allons, Robert, c'est du roi que vous parlez. Cette petite, la Jeanne, êtes-vous vraiment sûr qu'elle soit bâtarde? Aujourd'hui, je n'en suis pas encore certain, mais demain, tout le monde la tiendra pour telle. Ah, messire de Marigny, le temps de vos mauvaises grandeurs est passé. Nous vous descendrons de ce socle. Votre pauvre frère ne semble guère vaillant. Sa santé m'inquiète. Il faut être robuste pour être roi. Celui qui hérite d'un trône doit aussi hériter de la force de s'y tenir droit. Ce vieil roi, quand on s'est endormi, prince, demande un peu d'accoutumance. Vous feriez un meilleur roi que lui. C'est grande pitié pour tous, mon beau-fils, que vous soyez né le second. Votre père, que Dieu l'ait en grâce, en soupirait souvent. Et si la fille de Marguerite, la petite Jeanne,
est déclarée bâtarde. Et nous pensons qu'elle doit l'être. Vous êtes le premier en liste de succession. C'est à vous de régner. Mon frère peut reprendre une épouse qui lui fournira un héritier. Encore faudrait-il que son mariage soit annulé ou que sa santé lui en laisse le temps. Quel sentiment avez-vous pour ma fille, Jeanne? Votre épouse vous aime. Elle ne vous a jamais trahi, ni par le corps, ni par l'esprit. Marguerite est coupable. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Hein? Avec toi! Sire. Va chercher la Madeleine. Oui, sire. À l'instant. Monseigneur Louis, je veux dire, sire, je savais bien qu'il ne fallait point vous mettre des draps neufs. On y dort mal. Ce n'est point pour les draps que je vous ai fait venir. Revenir au palais, vous a-t-il fait vous souvenir de moi? Et votre fille, où demeure-t-elle à présent? Elle demeure chez ma mère. Je n'ai point voulu la garder ici avec moi. Elle ressemble trop à son père. C'est celle-là au moins. Je puis penser qu'elle est de moi. Chaque jour, son visage est plus pareil au vôtre. Cela serait vous gêner que de la laisser voir ici aux gens du palais. Quel âge a-t-elle? 9 ans tout juste, sire. Je lui donnerai une position de princesse quand elle sera en âge de se marier. Je le veux. Et toi? Que veux-tu? Je ne puis. Vous avez eu si froid aujourd'hui et vous êtes si triste. Le soir où l'on a enterré son père, cela peut arriver à tout le monde. C'est la faute de cette gueuse, cette catin de Marguerite. Mon père a refusé qu'on la tue. Il ne m'a point vengé. Et maintenant, c'est moi qui suis mort. Dans ce lit de malheur, je ne pourrai jamais dormir. Mais si, monseigneur Louis. C'est un bon lit. Un lit de roi. Pour chasser ce qui vous empêche, c'est une reine qu'il vous faut mettre dedans. En es-tu certaine, Adeline? Mais oui, une reine qui vous rendra heureux. Messire de Presles est-il malade? Messire de Bourdonnais, de Briançon et Dubois ont-ils été empêchés? Je ne vois aucun d'eux. Je n'étais pas en charge de réunir le conseil. Messire de Marigny, le roi appelle au conseil qui il veut, quand il veut, comme il veut. De quelles affaires, sire, souhaitez-vous être informé? De la rentrée des aides des détails, de l'état du trésor, de la disette? Le roi s'occupera de ses affaires plus tard. Il nous a pas réunis pour cela. Il s'apprête à reprendre épouse et son attention s'est portée sur Madame Clémence de Hongrie, nièce du roi de Naples. Et Marigny, votre conseil? On peut rêver pour le roi toutes les princesses de la terre. Et je comprends bien que l'impatience le gagne. Encore faut-il commencer par le démarier.
L'annulation requiert qu'il y ait un pape. Ce pape que vous nous promettez depuis 6 mois, Marigny, et qui n'est pas sorti du conclave, malgré vos envoyés. J'ai évité jusqu'à ce jour qu'on élise un pape italien. Je veux un pape qui soit serviable à la France. Si, en même temps qu'une promesse de mariage avec Madame Clémence, nous obtenions du roi de Naples qu'il acceptât pour pape un cardinal français. Alors, certes, monseigneur, un tel accord aurait un sens, mais je doute fort que vous l'obteniez. Bouville, vous irez à Naples. À votre retour, vous passerez en Avignon, hâter ce conclave. Oui, sire. Puisque les cardinaux sont gens qu'on achète, vous vous pourvoirez d'or auprès de messire de Marigny. Et où prélever cet or, sire? Dans les caisses du trésor, bien évidemment. Le trésor est vide, sire. Nous attendons les nouvelles rentrées. Comment? Le trésor est vide? Si le royaume n'a pas tiré avantage des hâtifs traités que vous êtes allés conclure à Lille, j'imagine qu'il n'en a pas été de même pour vous. Sire! J'aimerais que Monseigneur de Valois nous éclaire sur les paroles qu'il vient de dire ou qu'il les retire. Je déclare devant vous ce que tout le monde dit dans votre dos. Hein, tout le monde sait que les Flamands vous ont acheté le retrait de nos bannières et que vous avez ensaché pour vous des sommes qui eussent dû revenir au trésor. Tout le monde le sait. Sire, j'ai entendu aujourd'hui plus qu'un homme d'honneur ne saurait entendre en toute sa vie. Je viens devant vous d'être accusé de détournement et de commerce avec les ennemis du royaume. Puisque nulle voix ici ne s'élève pour me défendre contre pareille vilainie, je vous demande de nommer commission afin de faire vérifier mes comptes. Soit. Cette commission sera nommée puisque c'est vous-même qui l'a demandé. En attendant, je vous demande de ne plus avoir affaire avec notre trésor. Je m'en garderai bien, sire. Point de paix en Avignon. Qu'on s'y dispute, qu'on s'y déchire. Vous ferez ce qu'il convient, mon frère, pour qu'il en soit ainsi. Semer la discorde dans le conclave, je risque fort de m'aliéner l'amitié de tel ou tel papable. Votre chapeau de cardinal, si jamais vous deviez l'avoir, mon pauvre Jean, c'est moi qui vous en coifferai comme je vous ai tissé votre mitre. Avez-vous pu détruire les preuves, imprudemment laissées par vous au banquier Ptolémée? Tu vas te rendre à Château-Gaillard et tu diras à Bersumé aucun sauf qu'on dit ne vaut pour approcher Madame de Bourgogne s'il n'est signé de Monceau ou du tien. Cet âne sache bien que je lui fendrai les oreilles s'il n'obéit point. Que souhaites-tu qu'il advienne de Madame Marguerite? Qu'elle vive! Qu'elle vive! Elle me sert d'otage, je la veux garder. Je veux présenter des comptes bien nets. Qu'on règle les fournitures, les travaux en cours et tout ce qui a été commandé par la couronne. Qu'on paye partout, jusqu'à l'épuisement du trésor et même ce qui pourrait souffrir délai. Monseigneur de Valois veut s'assurer la mainmise sur le trésor, eh bien, il se retournera les ongles à le racler. Il faudra qu'il cherche ailleurs la monnaie de ses intrigues. Le tour que Marigny vient de nous jouer sera le dernier. Je vous promets, je l'abattrai. Le banquier que j'ai fait mander ce matin ne saurait tarder. Il vous aidera. Bon, il exigera des gages, mais il vous aidera. Oh, la fortune m'a toujours trahi. Je suis empereur titulaire de Constantinople, mais mon royaume n'existe pas dans cette maison même. Tout est engagé aux 3 quarts et je dépends maintenant d'un usurier siennois pour commencer à remettre quelques corde dans ce royaume. Ah, Messire Ptolémée. Ami banquier, je vous ai grande dette. Mais je vous ai toujours promis de vous payer à la première faveur que me ferait le sort. Eh bien, le moment est venu. Voilà une heureuse nouvelle, monseigneur.
Je veux m'acquitter de la reconnaissance que je vous dois en vous procurant un client royal. Monseigneur, que puis-je pour votre service? Mais ce que peut un banquier, messire. Nous avons besoin d'un peu d'argent frais pour envoyer une ambassade à Naples. Et puis-je savoir à combien se monte votre besoin? 10 000 livres. Santa Madonna. Où vais-je trouver cet argent? Ne rusons point. Je vous ai demandé pour que vous fassiez votre métier comme vous l'avez toujours exercé, avec profit, je pense. Voyez-vous, monseigneur, mon métier est de prêter, non pas de donner. Croyez-moi, ces dernières années, j'ai beaucoup donné, sans retour aucun. Hélas, je ne fabrique point d'argent et n'ai point inventé la pierre philosophale. Je vous offre la garantie du trésor. Voyons, chacun sait que le trésor est vide. Mais ça ne saurait durer. Nous allons rendre au pays les vieilles coutumes de Saint-Louis. Toutes les coutumes féodales? Certes. Ceci est fort intéressant. Allez-vous à nouveau donner le droit aux barons de battre monnaie sur leurs terres? Si une telle ordonnance était prise, je pourrais fournir le métal brut. Oui, messire Thélomaï. Et allez-vous restaurer le droit à la guerre privée? Parce que si vous avez besoin d'équiper des troupes, je puis vous obtenir sans doute les meilleurs armuriers de Toscane à un prix on ne peut plus avantageux. Êtes-vous décidé à me procurer maintenant la somme que je vous ai demandée? Pour vous servir, il faudra qu'un agent de ma compagnie escorte votre envoyé à Naples afin de prendre l'argent en charge et d'en être comptable. Déléguez, je vous prie, un homme qui ne fasse pas mauvaise figure auprès de messire de Bouville, car c'est lui qui le doit accompagner. Je vais y penser. Je vais y penser. Mais ce garçon qui était allé pour moi en Angleterre, votre neveu, là... Guccio. Guccio. Non, soyez rassuré, mon cousin, ce garçon est une très bonne recrue. Il va fort me manquer. Et je vous le laisse. Comme vous voyez, monseigneur, vous obtiendrez toujours de moi ce que vous désirez. Mais ne pouvez-vous trouver quelqu'un d'autre? Ce voyage ne m'enchante guère, mon oncle. Comme tu es étrange, mon garçon. Le sort t'offre l'occasion d'un beau voyage à Naples. Tu vas accompagner le grand chambellan Bouville, connaître la future reine, Clémence d'Hongrie, et puis tu vas passer en Avignon, où tu assisteras à l'élection du pape, et tu hésites à partir. Je dois retourner à notre comptoir de Noufle. Je m'y suis engagé. Tu souhaites surtout aller voir mademoiselle de Cressé. Souviens-toi que la distance affaiblit les petites amours et renforce les grandes. Si elle t'aime, elle t'attendra. Voici mon neveu, Guccio Tolomei. Il vous accompagnera pendant tout le voyage et vous fournira en or qu'il ira prélever auprès de nos comptoirs. Alors, mon garçon, vous êtes satisfait? N'en doutez pas, monseigneur. Allez, venez. N'attendons que vous. Ne t'inquiète pas, les femmes sont faites pour attendre. Et quand on les laisse, on les retrouve toujours. La seule chose que l'on ne retrouve pas, c'est la jeunesse et la force de partir et de parcourir le monde. Et bon voyage. Va. Tu as le teint clair. Tu n'as encore que peu maigri. J'ai mis les gardiens de mon côté. Eh bien, ma fille, tu sais naviguer et garder le cap dans la tempête. Vraiment? Mais qu'ai-je fait, moi, pour me retrouver entre ces quatre murs? J'ai obéi ma mère, aimé mon mari, eu de l'amitié pour mes cousines et protégé ma sœur. Où est mon crime? Dites-le-moi. Je paie pour les autres, ma mère, et au prix fort. Le roi Philippe est mort. C'est lui qui m'a enfermée ici. Où est son fils, le mari que vous m'avez donné? Se bat-il pour que moi, la femme qu'il prétendait aimer, revienne à lui? Mais Philippe te regrette, je le sais. Son orgueil est encore plus fort. Et il te reprendra, ma fille. Je t'en fais le serment.
Pourrez-vous le tenir? Il ne m'a pas pardonné. Il ne me pardonnera jamais. Je n'en peux plus, vous comprenez? Je n'en peux plus. J'en viens même parfois à douter de l'existence de ce Dieu que vous m'avez imposé d'aimer. Et vous-même? Où étiez-vous pendant que j'essayais de continuer à vivre? Où étiez-vous le jour du procès, quand je vous suppliais de sauver Blanche? Vous avez eu 2 filles, ma mère. Devront-elles passer le reste de leur âge prisonnières pour n'être pas nées garçons? Jeanne. Il me semble que tes cheveux repoussent plus drus qu'auparavant. Oui, mais ils poussent lentement. Si je sortais, je devrais mettre de fausses nattes. Mais les fausses nattes ne se gardent point au lit. Jeanne. Je vais te faire sortir d'ici. Mais le roi est le mari de Marguerite. Il n'acceptera jamais. Le roi ne pense qu'à se démarier. Mais sans pape, point d'adulation. J'ai acheté des cardinaux pour qu'ils retardent l'élection. Et d'ici là, j'aurai trouvé le moyen de te faire sortir d'ici. Arracher ta sœur de Château-Gaillard, c'est une autre affaire. Vous avez vu Blanche? Louis me l'interdit. C'est le seul pouvoir qu'on lui laisse. Et encore, pour servir d'autres desseins que le sien. Mais Dieu m'a toujours soutenu. Il me viendra encore en aide. Jeanne, je suis père de France. Ton mari est le 2e personnage du royaume. Un grand avenir s'ouvre à toi. Quand il sera temps, je te le ferai savoir. Prends ton mal en patience. Le pire est passé. Tu seras reine, ma fille. Je t'en fais le serment. Fort bien. Fort bien. Remettez ce portrait à Messire de Bouville. Prenez-en grand soin. Ainsi donc, messire, votre mission est accomplie. Enfin, presque. Comment presque? Cette affaire de mariage est presque réglée, puisque mon fils et moi donnons notre accord au projet. Mais cet accord, messire, reste à condition. Notre réponse définitive n'interviendra que lorsque votre roi sera libre de Madame de Bourgogne. Nous obtiendrons l'annulation avant peu, madame. Messire, nous sommes entre nous. Ne m'assurez donc point de ce qui n'est pas fait. Sur le chemin du retour, je m'arrête en Avignon. Et nous aurons très vite ce pape qui nous fait défaut. Nous désirons que tout soit réglé pour l'été. Nous ne sommes pas en peine de prétendant à la main de Madame Clémence. D'autres princes la souhaitent pour épouse. Nous ne pouvons accorder de longs délais. Sachez qu'en Avignon, le cardinal Duez est notre candidat. Je souhaite fort qu'il soit aussi celui du roi de France. Il nous doit beaucoup. S'il devient pape, vous obtiendrez l'annulation plus vite. Tout cela est dans la main de Dieu.
Avant l'été, messire. Je vous le rappelle, avant l'été. Avant l'été. Messire, je me fie à vous. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de cette image. Le peintre a suivi fidèlement votre aide, Donna Clemenza. De plus, il s'est appliqué à peindre aussi votre âme. Mais croyez-vous que le roi de France l'aimera? Bien sûr, il l'aimera, madame. Et il vous aimera. La France n'aura jamais connu reine aussi belle. Le cardinal aime à organiser le mystère. Il eût été plus simple que nous le rencontrions en Avignon. Vous venez donc, messire de Bouville, de la part du roi de France, qui me fait l'honneur de sa confiance. Cependant, vous êtes aussi envoyé de la reine de Naples, qui ne m'aime guère, mais qui aurait changé d'avis. Je voulais vous exprimer le souhait du roi Louis et de la reine de Naples d'avoir un pape au plus tôt. Alors c'est qu'on a quelque chose à me demander. Quel service attend-on de l'élu? Le roi a besoin de faire annuler son mariage au plus vite. Annuler est moins difficile que de retrouver les voix que m'a fait perdre Marigny, qui ne m'aime guère. Mais, monseigneur, qu'est-ce qui se passe au conclave? Les Italiens sont contre les Français. Les Français contre les Italiens, et tous sont divisés entre eux. J'avais 6 voix, 6 Français pour moi, et 3 Italiens. Ça fait 9? Il faut 16 voix. Il m'en manque 7. Notez que les Français qui n'ont pas voté pour moi ne sont pas assez nombreux non plus pour avoir le pape que désire Marigny. Alors tout repose sur Marigny? Aujourd'hui, oui. Combien d'or pouvez-vous me remettre? Eh bien, monsieur le cardinal... Cet or peut m'aider à gagner de nouveaux partisans. Il serait aussi fort nécessaire pour garder ceux que j'ai. Pour un temps, messire de Bouville. Ainsi donc, messire, vous êtes parvenu à acheter fort cher le seul candidat qui fut déjà de notre côté. Alors, vous avez-je trompé, sire, mon neveu? Dois-je dire au roi que Madame Clémence est encore plus avenante à contempler au naturel? Ainsi, nous sommes fiancés. Il ne reste plus qu'à être démariés. Avant l'été, la reine Marie a exigé avec beaucoup de fermeté que cela soit fait avant l'été. C'est sa condition. Elle n'entend pas engager sa petite fille au-delà. Avant l'été? Et en quel point avez-vous trouvé ce conclave? Pourquoi ne pas faire élire le cardinal Duez? La reine Marie le soutient. Il nous manque 7 voix françaises qui dépendent de Marigny. Marigny? Toujours lui. Oui, sire, mon frère. Toujours lui. Qui est un serviteur loyal et dévoué, comme le montrent les conclusions de l'enquête que vous avez ici.
Croyez-moi, signer son quitus, c'est accomplir un acte dicté par la justice. Vous êtes sûr que seul Marigny peut venir à bout de cette affaire? C'est mon sentiment aussi. Attendez, mon neveu. Cet homme vous trompe comme il a trompé votre père. Je vous avais dit qu'il me fallait un pape, mon oncle. Le roi te confie à nouveau les clés du trésor. Me confie du vent. Ne me fais pas d'illusions. Ce qu'il veut, c'est un pape. Dès qu'il l'aura, Valois fera en sorte que je ne sois plus rien. Qu'as-tu donc? Je veux mourir. Comme ça, tu resteras seul. Seul! Jamais nous ne sortirons d'ici! À cause de toi! Parce que tu n'as pas voulu écrire la lettre que te demandait Robert! C'est ta faute! Je vais me tuer. Et comme ça, tu resteras seul. Bien, crève! Crève donc! Nous devenons folles toutes les deux. Il faut l'écrire, cette lettre. Moi aussi, je suis à bout. Allons. Il me faut renoncer, sinon nous ne sortirons jamais d'ici. Je vais l'écrire, cette lettre. Garde! Garde, il faut appeler Cheblanc! Messire Bersumet, cette lettre doit parvenir au plus vite à Monseigneur d'Artois. Je reconnais et confesse que ma fille Jeanne n'est point enfant de vous. Je reconnais et confesse m'être à vous refusé de corps. Vous avez agi loyalement, Bersumet, envers celui qui vous commande. Assurez Madame Marguerite que cette lettre ira où elle doit aller. Veillez à sa santé, qu'elle soit nourrie et chauffée. Je n'en ai pas les moyens, monseigneur. On nous doit déjà 15 livres et 10 sols de retard de solde. Maillard, faites allouer 30 livres à Messire Bersumet. Je remettrai moi-même cette lettre à Monseigneur d'Artois. Désolé, Marguerite. Tu ne seras libérée qu'une fois que nous aurons un pape. Le roi doit continuer à avoir besoin de moi.
Il me semblait bien que c'était vous. Où sont vos fils? À la chasse, comme chaque jour. Hier, ils ont réussi à tuer un chat. Nous n'avons plus rien à manger que nos manants. Et mademoiselle Marie? Hélas. Entrez. Messire Guccio. Marie. Ma belle Marie, de quoi souffrez-vous? De la crainte que vous m'ayez abandonné. Non. Je suis allé en Italie pour le service du roi. Je suis parti si hâtivement que je n'ai pu vous en avertir. Ne craignez rien. Je vais aller chercher de quoi vous guérir. Messire Portefeuille. Ah, messire Baglioni. J'obéis aux ordres de Paris. Monseigneur de Marigny craint des émeutes et veut tenir sa capitale en main. Tous les prévôts du royaume sont tenus de lui envoyer chaque semaine 2 charrettes de vivres. Comme toujours, Paris s'en tire et c'est la campagne qui souffre. Et pourtant, vous n'avez pas l'air de souffrir, messire. Vous avez même profité depuis la dernière fois. C'est que si on veut garder de l'ordre dans le royaume, il faut nourrir honnêtement ceux qui ont en charge d'y veiller. Certes, je comprends. Et Marigny le sait-il? Du miel? Mais seriez-vous un magicien? Je ferai bien plus pour vous voir reprendre des forces. J'ai craint de mourir sans savoir ce que je devais faire de ce que vous aviez caché dans la chapelle. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Mais si vous m'aimez, vous ne devez jamais plus songer à mourir. Ne pensez-vous pas qu'un coup de chaud était pris de Marie pour qu'on se soucier de nous? Mais non. Il est honoré de notre amitié, voilà tout. Ce ne serait point un mauvais parti. Pour sûr, ça ne serait point un mauvais parti, hein. Bon point. Jamais je n'accepterai que notre sœur épouse un marchand lombard. J'y veillerai. Marigny et Louis ne se quittent plus. J'ai perdu l'oreille du roi. Le retour en grâce de ce serpent me dessert autant que vous. Sans la faveur du roi, je ne retrouverai pas ma terre d'Artois. Je le ferai pendre. C'est vrai que je ferai pendre ce bourgeois. C'est déjà pitié que Marigny vous trouble l'humeur. Ne laissez pas vous couper l'appétit. Qu'en est-il de cette rumeur sur la famine dans le peuple? Tout ce qu'il y a de vrai, monseigneur. Le froid et la faim font tomber les Français. Ils désespèrent ceux qui résistent. Prendre trop souvent le chemin du cimetière, chacun se demande quand viendra son tour. Si ça pouvait les dresser contre Marigny. Non. Le peuple de Paris attribue la famine aux Templiers. Ils sont tous morts. Justement. On dit qu'il suffisait d'être présent devant le bûcher pour devenir victime de la malédiction du grand maître. Allons, mon oncle. Buvez. Songez au parti que vous pouvez tirer de tout cela. Le peuple de France meurt de faim. C'est la famine. Et les prévôts de Marigny volent le peuple. La famine passera, Marigny restera. De toute façon, vous savez comme moi que le peuple pense que la disette est due aux Templiers et à la malédiction de leur grand maître. Mais je prétends que Marigny... Vous aviez pourtant promis de ne plus porter accusation contre Marigny. Et vous recommencez. C'est se moquer de mon vouloir. Mais le moyen, mon neveu, le moyen de ne pas céder à la colère devant sa vilainie, croyez-vous qu'il cherche à vous trouver un pape et une épouse? Non, non, il tarde, il retarde. Parlez sans savoir, pour le salir.
Avant minuit, je vous aurai trouvé certaines preuves qui vont l'écraser, votre Marigny. Vous feriez bien, mon oncle. Car autrement, vous devriez tenir parole et ne plus paraître à ma cour ni à mon conseil. La charité, monseigneur. Pour manger... Ami banquier, il me faut ce document dont vous m'avez parlé un jour, qui compromet le frère de Marigny. Monseigneur de Valois en a besoin, sur le champ. Enfin, sur le champ comme vous y allez, monseigneur Robert. Vous me demandez de me dessaisir d'un outil qui nous a déjà sauvé la vie une fois, mes amis et moi. Non, et puis j'ai réfléchi, j'ai bien réfléchi. Les coutumes de Saint-Louis qu'on est en train de remettre en vigueur sont vraiment excellentes pour le royaume. Toutefois, je souhaiterais vivement qu'on en acceptât les ordonnances sur les Lombards. Dans le passé, elles furent cause de la réquisition de tous nos biens et nous obligèrent à quitter Paris. Mes amis sont inquiets, je dois être en mesure de les rassurer. Et voyons, banquier, Monseigneur de Valois vous l'a dit. Il vous soutient, il vous protège. Oui, mais s'il pouvait présenter au roi une requête pour, en quelque sorte, confirmer nos privilèges, et que le roi la signe, naturellement, eh bien, je mettrais volontiers dans vos mains de quoi envoyer pendre ou brûler Marigny, aujourd'hui ou demain, ayez confiance. Votre charte sera signée demain, je m'y engage. Monseigneur Valois n'est point en mesure d'attendre une journée? Non. Alors c'est qu'il a fort perdu dans la faveur du roi, et ceci est mauvais pour lui, mais également mauvais pour nous. Assez joué, Ptolémée. Donnez-moi ce parchemin compromettant. Il ne s'agit pas de dénoncer l'archevêque, il s'agit de le faire chanter. Vous voulez vous servir du frère pour attaquer le frère? Oui. Bonne idée, je pense que cela peut réussir. Connaissez-vous cette décharge, signée un banquier lombard, qui prouve que vous avez détourné du trésor certains biens des Templiers? C'est un faux. Bien sûr. Alors hâtons-nous de faire un procès devant le roi pour qu'on découvre le faussaire. La majesté de l'Église n'aurait rien à y gagner. Et vous tout à y perdre, j'imagine, monseigneur. Que me proposez-vous? Abandonnez le parti de votre frère qui ne vaut plus rien et venez révéler au roi Louis tout ce que vous savez de ces méchants ordres touchant le conclave, car ils retardent l'élection, n'est-ce pas? Vous m'avez ouvert la conscience. Je suis prêt, monseigneur, à racheter mon erreur dans le sens que vous me dicterez. J'aimerais cependant que le parchemin me fût rendu. C'est chose faite. Il suffit que monseigneur d'Artois et moi-même l'ayons vu. Notre témoignage vaut pour tout le royaume. Vous allez nous accompagner sur l'heure chez le roi. Jamais je n'ai vu un homme au monde ramper avec une telle hauteur. Allons. Pressons, messieurs, pressons. Voilà. Je vous avais pourtant conseillé cet hiver de chasser Marigny. Son propre frère vous a apporté la preuve de sa trahison. Il a abusé de ma confiance. Marigny a retardé l'élection du pape, eh bien il va devoir l'accélérer maintenant, ou il lui en cuera. Il faudra bien qu'il se décide à obéir à la fin. Nous sommes à la mi-avril. La reine de Hongrie a dit avant l'été. D'ici 8 semaines, vous n'aurez pas de pape. Marigny m'a trompé et vous triomphez? Mais moi, ça m'avance à quoi, moi? Madame de Hongrie a dit avant l'été. Et vous n'avez plus le temps de me faire un pape. Quand je pense que j'ai été veuf par 2 fois dans la vie et avec 2 épouses exemplaires, je trouve que c'est grande pitié que vous ne le soyez pas d'une femme éhontée. Certes. Si seulement elle pouvait trépasser. Oui, si seulement elle pouvait trépasser. L'hiver fut froid, les prisons sont mauvaises pour la santé des femmes.
fait longtemps que Marigny ne nous a point informé de l'état de santé de Marguerite. Peut-être vous cache-t-il qu'elle est proche de sa fin. Et qu'on viendrait d'y aller voir. Vous m'aviez promis que vous me donneriez Marigny le jour que vous auriez un pape. Je peux vous le donner aussi bien le jour que je serai veuf. Relève-toi, Blanche. Ne lui donne pas la joie de te voir à terre. Blanche, tu entends? Oh, Robert, enfin vous voici. Alors, ma cousine, votre santé ne va pas à merveille, à ce qu'on me dit. Hein? Est-ce que je vois? Vous souffrez? L'annulation a-t-elle prononcée? Comment le serait-elle? Puisque vous êtes refusé à déclarer ce qu'on vous demandait. Mais j'ai accepté. J'ai tout accepté. Je vous ai écrit, Robert. Quand? Mais voici longtemps. Des semaines, des mois, j'attendais d'être délivrée. Je n'ai jamais reçu votre lettre, ma cousine. Présumé. Vous serez bientôt libéré. Je venais justement pour recueillir vos mots, pour hâter à la fois la justice du roi et votre grâce. Allez, venez. Mais que dois-je déclarer? J'ai déjà dicté la lettre. Vous n'avez plus qu'à la signer. Sire, mon époux, je me meurs de chagrin et de maladie. Je vous supplie de m'accorder votre pardon, car si vous ne le faites pas vite, je sens que l'âme va s'enfuir de moi. Tout est de la faute de Monseigneur Marigny, etc., etc. Mais mes aveux? Ils ne sont plus nécessaires. Ce que vous signez là remplace tout. Allez. Robert, l'autre fois que vous êtes venu, me désiriez-vous vraiment? Oui, ma belle cousine. Je vous ai bien aimé. Inutile de l'enfermer. Elle est libre, désormais. Que viens-tu faire en ces murs, la nuit et sans escorte? Rien de bon. Seulement, il va falloir compter avec moi, Robert. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu y seras. Comme il vous plaira, ma tante. Seulement, la fin me tenaille. La bouillie des archers ne me tente guère. J'allais me restaurer. Eh bien, nous irons ensemble. Et tu me conteras comment tu as obtenu ce droit qu'on me refuse. Robert, tu me répondre. Que fais-tu ici? La même chose que vous, ma tante. Je rends visite à de pauvres prisonnières injustement punies. Grâce à toi. Qui les a faites condamner? J'aurais du mal à en apporter la preuve. Cela n'existe que dans votre imagination. Mais j'en ai la certitude, cela me suffit. Ouais. C'est le roi qui t'envoie. Il s'inquiète de l'état de santé de son épouse.
Marigny a perdu sa confiance. Il craint fort que ses ordres soient allés au-delà de la punition qu'il souhaitait lui infliger. Voyons, Robert. La fable est un peu grosse. Chacun sait qu'il souhaite sa mort. Alors le ciel est avec lui. Il va exaucer ses vœux. Marguerite est bien mal en point. Et je crains fort à voir son état qu'elle ne passe pas la semaine. Et Blanche, comment va-t-elle? L'as-tu vue? Non, madame. Je sais qu'elle se porte bien. Bon alors, il n'y a pas de gueuse dans cette auberge? Bah, les peintres, Robert. Elle est comme ma fille. Je l'ai élevée dans ta haine. Qui est là? C'est fait, monseigneur. Point de trace? Non, j'ai rompu les os du col. La face ne sera pas noire et j'ai remis le lien en ordre. Tiens. C'est bon tout de même d'être vivant, hein? Maintenant, le roi et Valois ne peuvent plus rien me refuser. Bientôt nous dormirons en Artois, de l'Ormée. Elle a été étranglée. Qu'allez-vous faire, madame? Me taire. Cet assassinat a été commandé par le roi. Révéler la vérité causerait un scandale dont je serais la première punie. Par contre, posséder un secret honteux me donne un pouvoir dont j'entends bien me servir. Ici commence l'Artois, mon comté, ma bonne terre. Désormais, mes seigneurs, tout ce qui est à elle est à vous. Mais je ne suis pas femme à me laisser dépouiller aussi facilement. On l'a assassiné. Assassiné pour permettre au roi de m'épouser. Peut-être a-t-on décidé de me faire subir le même sort. Le pire est à redouter. Vos inquiétudes sont fondées. Il veut la guerre. Il va la voir. Je la tiens. Vous vous attaquez à ma fille pour me faire fléchir. Sans sa manière de chevalier. Ce que je souhaite, c'est sauver votre âme. Suis-je donc maudit de ne pouvoir être aimé de qui j'aime? Quelle fatalité. Pauvre royaume.